Bonjour et bienvenue dans votre magazine Semel chez vous. Messieurs, dames, merci de la confiance que vous réitérez à ce magazine ainsi que à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme Semel 13 Télévision. C'est parti pour 45 minutes de change autour de questions d'actualité. Vous le savez, crise sécuritaire en RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi annonce à sa majorité présidentielle notamment la formation d'une coalition nationale, aussi un remaniement au sein de l'armée, promettant ainsi de monter l'armée congolaise, de monter une armée congolaise professionnelle. Le président aussi parlait de la création d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Alors on se demande, est-ce finalement des options prises pour contrer l'ennemi à retirer ses armes du sol congolais? Est-ce que le président est sur la voie finalement de bouter au état de nuire l'agresseur rwandais? Aussi, vous savez, de son côté, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, sort de son silence dans une interview qu'il a accordée à Sunday Times en Afrique du Sud hier dimanche. Ces derniers a fustigé la mauvaise gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi, l'accusant d'être responsable de l'actuelle crise avec sa tentative de modifier la Constitution. Alors, on se demande comment est-ce que cette première sortie de l'ancien chef de l'État est reçue au sein de l'opinion congolaise, mais aussi a-t-il raison de fustiger une mauvaise gouvernance, d'accuser justement le président actuel d'être à la base de cette crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République? Messieurs, dames, pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Manix Iyenda. Il est avec nous sur ces plateaux de Semel chez vous. Monsieur Manix, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Très bien. Alors, je tiens à préciser ou à rappeler que M. Manix Iyenda est président du mouvement de volontaires de la République, c'est ça? Très bien. Voilà. Avec lui, nous allons réfléchir sur ces différentes thématiques. On ouvre le dé justement avec la rencontre entre le président Félix Tshisekedi ainsi que sa majorité présidentielle. D'abord, comment avez-vous trouvé cette initiative du président de la République? Bon, d'abord, le président de la République, au-delà de sa casquette de président de la République, il a le statut de chef de l'État. Il a le statut de symbole de l'unité nationale. Il a le statut de garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Il a le statut de père de la nation. Et même sur le plan politique, le président de la République est la locomotive d'une grande plateforme qu'on appelle l'Union sacrée de la nation. Et donc, pendant ces moments de crise, pendant cette période de vicissitude, il est tout à fait normal que le président de la République rappelle les troupes. Cette fois-ci, de manière officieuse, parce que l'officiel a été déjà organisé, lorsque le président de la République a tenu une réunion interinstitutionnelle pour aborder la question de la sécurité de la partie est de notre pays. Et cette fois-ci, c'est l'angle purement politique. Et il est tout à fait normal que le président de la République rappelle aux députés membres de l'Union sacrée de la nation, aux ministres, aux gouverneurs, aux chefs de partis politiques, l'obligation que nous avons tous ensemble de bouter dehors l'ennemi qui s'installe sur le territoire congolais, parce qu'à ce stade, l'unité nationale fait partie des armes que nous devons utiliser pour neutraliser et déstabiliser l'ennemi. Et donc c'est tout à fait normal que le président de la République retrouve ses membres du mouvement Union sacrée de la nation, mais il faudrait aussi mentionner que le président de la République n'était pas assez satisfait de ses membres de l'Union sacrée de la nation. Il a fustigé la passivité de certains. Certains étaient taiseux, certains étaient silencieux, certains ne s'engagent pas activement pour accompagner le président de la République dans une période aussi cruciale. Est-ce que par là, le président aussi a finalement compris qu'il s'était fait mal entourer et que ses collaborateurs directs ou proches ne l'ont pas totalement aidé depuis ces 2 mandats ou la mise en place de cette plateforme Union sacrée? Je crois, oui, le président de la République l'a exprimé à travers ses mots. Mais moi, je me désolerais si le président de la République réalise qu'il a été mal entouré un peu beaucoup plus tard. Parce que depuis le premier mandat du président Tshisekedi, il y a eu assez de bavures, il y a eu assez de comportements ratés, il y a eu assez d'erreurs de gouvernance, des erreurs de gestion dans le chef de ceux qui l'accompagnent aujourd'hui. Et donc,
je pense que s'il faudrait réaliser qu'il a été mal entouré, c'est depuis le premier mandat. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'endosser les conséquences de mauvais casting, de mauvais choix, du népotisme, du clientélisme, du favoritisme. Et donc aujourd'hui, le président de la République a tout intérêt de refaire les choses, de choisir le gens qu'il faut, de mettre des hommes à situation pendant cette période cruciale, de se confier avec des gens qui non seulement sont engagés pour servir le président de la République, mais des gens qui sont également engagés pour servir la patrie. Très bien, mais qu'est-ce qui justifierait aussi le fait que le président soit resté taiseux pendant qu'il s'est passé notamment toutes ces bavures, pour attendre que la situation sécuritaire se dégrade, soit aussi dégradante pour lever le ton vis-à-vis de sa famille politique? Vous savez, le président de la République n'agit pas seul. Il a tout un collège de conseillers. Il a des collaborateurs visibles et occultes. Le président de la République est entouré par des acteurs politiques. Et très généralement, c'est plutôt le président qui se laisse balloter au gré de vagues de gens qui l'entourent. Et au final, c'est les présidents qui payent le prix. Et donc, je pense que le président Tshisekedi doit mesurer l'ampleur du problème que nous avons aujourd'hui et doit se débarrasser de tous ces gens-là qui viennent pour flatter les présidents Tshisekedi, pour quémander le pouvoir, parce qu'à ces stades, nous avons besoin de gens vrais, de gens sincères. Vous avez parlé de la création d'un nouveau gouvernement. Encore une fois, on dira au président de la République de se méfier, de se débarrasser de ceux qui viennent avec la liste de membres à proposer au sein du gouvernement. Et donc, à ces stades, nous pouvons dire au président de la République de ne pas écouter Augustin Kabouya, de ne pas écouter Modeste Bahati Lukwebo, ceux qui ont cette habitude-là de pouvoir exiger les quotas politiques. Aujourd'hui, c'est le président seul qui doit faire le casting. De toutes les façons, il connaît les politiques congolais de nom et de visage, il connaît ceux du pouvoir, il connaît ceux de l'opposition politique, autant pour ceux de la société civile, parce qu'il s'agit d'une question d'un gouvernement d'union nationale. Pourquoi n'écouterait-il pas les deux présidents que vous avez cités tout à l'heure, du moment où le président ne s'est pas encore lui-même prononcé quant à cette question, au fait qu'il ne serait pas vrai envers lui? Aussi, je voulais savoir, que diriez-vous du fait que, le fait de dire qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef, s'il faut d'une certaine façon condamner l'entourage du chef de l'État? Moi, je voudrais rester dans le parallélisme footballistique. Vous savez, dans une équipe de football, il y a un président de l'équipe, il y a un entraîneur, il y a un capitaine de l'équipe et il y a le joueur. Et c'est à l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe, qui élabore le système de jeu. Et lorsque l'entraîneur dit à ses joueurs de faire le 4-4-2 ou encore de faire un système défensif avec deux attaquants aux pointes, et donc c'est un système qui doit être répercuté par le joueur sur terrain. Le président Tshisekedi, depuis le premier mandat, a fait confiance à beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'ailleurs de l'Union Sacrée, qui est une vision que je considère comme un système de jeu. L'Union Sacrée, au départ, était une vision de gouvernance. Parce que dans cette vision, se dégagent trois grandes valeurs qui déterminent même l'union sacrée de la nation. Parce qu'on parle de l'union, ce qui est une valeur de l'unité, de fraternité, de convivialité et de solidarité nationale. On parle de sacré. Il s'agit de la sacralité du peuple congolais, en sa qualité de souverain primaire. Il s'agit de la sacralité de la Constitution, la loi mère, la loi fondamentale qui régule les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Et de l'autre côté, il s'agit de la sacralité du président de la République prêtant serment devant Dieu et devant la nation. Et enfin, on parle de la nation. Et l'élément de base d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. C'était ça, la vision maîtresse que le président de la République a proposée aux animateurs de l'union sacrée de la nation. C'était un système de jeu. Le président Tshisekedi, dans un contexte beaucoup plus particulier, il a eu besoin d'un Vital Kamerhe comme ministre de l'économie parce que de surcroît, c'est un économiste de profession. Il a été assistant, chef de travaux et de surcroît professeur. Maintenant la question, sous le mandat de M. Kamerhe comme ministre de l'économie,
quel est le résultat que nous pouvons en tirer? Est-ce c'est la faute du joueur ou c'est la faute de l'entraîneur? Autant pour Jean-Pierre Bemba. Mais quand il est reconduit au poste de président de l'Assemblée nationale, par exemple. Voilà, en fait, le quota politique qui a ramené M. Kamere comme président de l'Assemblée nationale, encore une fois, ça c'est une réalité d'ordre politique. C'est en raison de poids politique de l'UNC qui regorge autant de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, il est tout à fait normal, c'est du politiquement correct, que le pouvoir de M. Tshisekedi soit partagé. Et c'est même ça la raison pour laquelle M. Vital Kamerhe est allé au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, on ne peut pas mesurer la compétence de M. Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Il n'est qu'un simple speaker. Vous et moi, nous pouvons faire mieux ce travail-là. Parce qu'il s'agit de lire, de donner et de retirer la parole aux députés. C'est la fonction la plus simple et la plus facile à faire. Mais lorsqu'il faudrait mesurer la compétence de M. Kamerhe, il faudrait le voir en tant que ministre de l'économie. Pareil pour Jean-Pierre Bemba, un ancien rebelle. Quelqu'un qui connaît les rebelles, qui connaît les enjeux de la partie Est. Il a été ministre de la Défense. Quels sont les résultats? Nous avions décrié même l'impasse qui s'installe pendant plusieurs décennies et qui a même fragilisé les systèmes sportifs congolais jusqu'au point que les gens ont réclamé un expert dans la matière, quelqu'un qui connaît le joueur, qui connaît même les femmes de joueurs. Mais finalement, le régime a fini par recourir à Jean-Pierre Bemba à l'heure actuelle parce qu'on a vu lors de différents conseils de sécurité tenus ici, il était convié alors qu'il est ministre d'État, enfin ministre VPM de transport. Mais il a pris part aux différents conseils, une façon de voir, reconnaître un atout de son côté. Non, moi je ne vois pas les choses dans ce sens parce que, il faut qu'on se le dise, M. Bemba est ministre du Transport. Le fait de s'ingérer directement ou indirectement des questions qui relèvent de la compétence exclusive du ministre de la Sécurité et Défense, moi je l'appelle de la cacophonie. Finalement, pourquoi on l'a fait quitter de ses postes pour le rendre un ministre de Transport? On ne gère pas le pays avec des émotions. Il y a des moments où on doit éviter les erreurs parce qu'il y a certaines erreurs qui sont irréparables. Si vous croyez à Bemba comme ministre de la Défense, alors laissez-le à ce poste-là et accordez-lui tout le temps possible, le moyen possible, les ressources possibles pour qu'il fasse convenablement son travail. Et donc, il s'agit de ça. Moi, je pense que c'est une cacophonie. Il faudrait éviter ce genre de choses. Je serais encore beaucoup plus déçu lors de ce gouvernement de l'Union nationale si on essaye de reconduire M. Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Sécurité et Défense. Très bien. Alors, déjà, vous vous inscrivez, vous, étant que patriote congolais, à cette démarche d'un gouvernement de l'Union nationale? Oui, parce que c'est nécessaire. Oui, parce que nous décrions l'inactivité de certains politiques au sein de l'Union sacrée de la nation. Oui, parce que nous sommes dans une phase très particulière. Oui, parce que nous avons besoin des hommes à situation pendant cette période. Oui, parce que nous avons besoin de gens épris d'un amour inconditionnel, des gens engagés pour combattre notre ennemi commun qui est le Rwanda. Et donc, il est tout à fait normal que le gouvernement de l'Union nationale soit créé. Il est vrai qu'on va intégrer certains opposants dans ce gouvernement, on va intégrer certains de la société civile, mais à condition qu'il y ait une compréhension commune de la crise qui ne cesse d'infester le fonctionnement normal de notre pays. Et en plus, il faudrait que ce gouvernement ait des objectifs un peu beaucoup plus clairs. Ici, l'objectif majeur, c'est le rétablissement de la paix sur le territoire congolais. Et donc, on aura besoin d'un gouvernement qui n'aura pas une taille éléphantesque. À la limite, moi je propose un gouvernement de 26 ministres en raison de chaque province respectivement au nombre de ministres nommés. Chaque province aura un ministre. C'est ça même l'unité nationale. Et dans ce gouvernement, il faudrait adopter un autre programme qui n'aura rien à voir avec le programme de Mme Judith Suminwa. Un programme pragmatique, réaliste et un programme qui répond aux besoins de l'heure.
répondre à la question de la sécurité. Mais aussi, il faudrait que le budget national, aujourd'hui nous avons un budget de 18 milliards de dollars, je propose que ce budget soit divisé à deux. À deux. À deux. Comment ça Si ce budget est divisé par deux, il faudrait réserver au moins 9 milliards de dollars pour l'armée. Parce que nous avons besoin de restructurer l'armée. Nous avons besoin de doter un dispositif matériel important à nos militaires. Nous avons besoin de former les commandos de guerre. Nous avons besoin d'acheter des hélicoptères, des avions et des bateaux de guerre pour combattre l'ennemi. Vous pensez que c'est possible de former une armée en pleine guerre? C'est possible. Tout est question de stratégie et tout est question de méthodologie. Alors, quand le président évoque, par exemple, la réduction de train de vie, chose qui n'est pas encore palpable jusque-là, estimez-vous qu'avec votre proposition, selon laquelle il fallait diviser ou il faut diviser en deux le budget, cela sera mis en place et pratique? Non, mais la réduction de train de vie des institutions, ça fait partie des stratégies pour accompagner l'armée congolaise pendant cette période. Chose qui n'est pas encore faite. Seul, ça ne suffit pas. Je pense que le nouveau gouvernement qui sera installé va effectivement exécuter cette recommandation du président de la République. Parce qu'on n'aura pas besoin de ministres qui seront plus payés, plus que ceux-là qui sont au front. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui va saigner les trésors publics pendant que nous avons besoin de l'argent pour accompagner les forces armées de la République. Et donc, c'est une question, comme je l'ai dit, des compréhensions nationales, des compréhensions communes. Il faudrait que le membre du gouvernement qui seront nommés par le président de la République comprennent le souci et la vision du président de la République en ce temps précis. Très bien. Monsieur Mani Siyenda, vous parlez justement de l'établissement de la paix avec le gouvernement de l'Union nationale. Pensez-vous que la RDC peut avoir cette paix sans le M23, avec simplement ce gouvernement d'Union nationale? Je le pense, oui. Madame, vous savez, une paix obtenue par la voie des négociations, par la voie diplomatique, c'est une paix temporaire. Mais une paix qui est obtenue par la victoire de l'armée congolaise, c'est une paix durable. Il est vrai aujourd'hui que la seule option pour arrêter l'hémorragie reste diplomatique. Mais il faudrait que le gouvernement congolais, sous la houlette du président de la République, essaye de gagner le temps. C'est ça même la stratégie du temps. Distraire les partis adverses avec les gymnastiques de dialogue. Entre-temps, organiser les élections. Si nous obtenons cette paix temporaire par la voie diplomatique, cela voudrait tout simplement dire dans les 2 ans qui restent pour le président de la République, il aura l'obligation d'organiser l'armée pour que l'armée soit le seul instrument qui va assurer l'intégrité territoriale, garantir l'intangibilité de nos frontières et protéger le peuple congolais. La paix durable ne viendra que par l'armée congolaise. Sur le plan de la diplomatie, vous croyez justement à la victoire de la RDC? Parce que certes, Washington vient de condamner James Kabarebe, aussi le porte-parole du M23, et 2 sociétés minières, dont l'une est installée en France et l'autre au Royaume-Uni. Cependant, les 2 pays n'ont pas songé justement à sanctionner ces 2 entreprises. Il a fallu que les États-Unis les fassent. Bon, qu'à cela ne tienne, si la France se rattrape, tant mieux. Ici, ce qui est beaucoup plus important, c'est le dynamisme de la diplomatie congolaise. Et aujourd'hui, nous réalisons quand même un pas de géant par rapport à d'où nous venons. Il y a eu une période où j'ai suivi le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui avait pris parti pour le compte du Rwanda contre la RDC. Et aujourd'hui, ces discours-là ont totalement changé. Vous aviez à plusieurs reprises écouté M. Macron au sujet de l'agression rwandaise contre la RDC. C'était une passivité légendaire. Mais aujourd'hui, la France a pris une position pour soutenir la souveraineté congolaise. Pareil pour la Belgique, la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis. Le narratif de la communauté internationale a totalement changé, ce qui explique effectivement des efforts menés par le gouvernement congolais à pouvoir obtenir des résultats sur le plan diplomatique. Mais cela n'est pas encore terminé.
il faudrait arriver vraiment à des véritables sanctions. Nous sommes très heureux et nous prenons acte pour les sanctions que les États-Unis ont infligées à certaines personnalités rwandaises. Mais quid alors de l'agent principal de l'insécurité de la partie Est, M. Paul Kagame? Je crois que c'est encore un processus, on y arrivera, mais ce qui est rassurant, c'est que la machine diplomatique congolaise, elle est en marche. On y arrivera. Est-ce que la RDC a encore du temps? Il a du temps. Il a le temps d'attendre jusqu'à ce que ça aboutisse, les différentes procédures. Et entre-temps, il est en train de préparer son armée ou de former une armée professionnelle, comme le président l'a dit. Madame, ne perdez pas de vue que cette guerre s'est installée au Congo pendant près de 30 ans. Madame, ne perdez pas de vue que cette guerre a plusieurs connotations. C'est comme ça qu'on considère cette guerre comme une guerre asymétrique. Il y a plusieurs intervenants. Les États, des organisations internationales et même de multinationales qui interviennent pour effectivement tirer des dividendes sur le territoire congolais. Ça veut dire une insécurité qui s'est installée pendant 30 ans. Eh bien, on ne va pas le résoudre dans des efforts de plus ou moins 1 année ou 2 ans. Et donc, nous avons besoin du temps pour retrouver une paix durable. Mais entre-temps, il y a rapidité de conquête de territoire au niveau de l'étendue du territoire national. Il est vrai, l'ennemi est soutenu, mais la RDC sera debout. La RDC est en pleine restructuration de sa machine militaire. Le président l'a dit devant le député national. La RDC est dans une posture de résilience parce que le président Tshisekedi ne transige pas sur la question de la souveraineté nationale. L'ennemi gagne peut-être le combat, mais l'ennemi ne gagne pas la bataille. L'ennemi avance, mais l'ennemi finira par reculer. Je reste ferme et croyant que la RDC va gagner cette guerre. Très bien. Vous restez ferme et croyant. D'accord, M. Manix. On va parler, on est encore sur cette question d'organisation de l'armée, de la rencontre entre le président ainsi que les députés nationaux. Il a aussi évoqué l'aspect sur lequel la RDC a gagné, a perdu 2 batailles. C'est 2 propos qui ont fait limite réagir la classe politique pour dire que quand le président parle de 2 batailles, il fait notamment allusion à Goma et Bukavu. Qu'en est-il de Bunagana? Est-ce que la RDC n'était pas réveillée un peu tard? Est-ce que il ne fallait pas commencer à renforcer cette armée justement du moment quand Bunagana est parti, quand Bunagana s'est retrouvé sous-occupé, le temps d'attendre que l'ennemi avance vers Goma et Bukavu, ça a ralenti les choses et ça a fragilisé un tout petit peu l'armée congolaise. Moi, je ne voudrais pas rester dans le narratif des pessimistes, dans le narratif des détracteurs même du président de la République, et même dans le narratif de ce qui s'élance dans le jeu de l'ennemi. Tout le temps critiquer l'action du gouvernement, tout le temps remettre en cause le propos du président de la République, tout le temps présenter le côté le plus négatif possible du gouvernement de notre pays, pendant que l'ennemi que nous avons aujourd'hui est un ennemi commun. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, à ces stades, la seule opposition qui existe, c'est l'opposition contre le Rwanda. M. Tshisekedi est un opposant. M. Patrick Mouyaya est un opposant. Manix Yenda, que je suis un opposant. Martin Fayoulou et tous les autres, tous nous sommes des opposants de notre ennemi commun qui est bien identifié. Ça veut dire aujourd'hui, point de besoin tout le temps de prendre le temps à pouvoir désorienter les discours du président, à pouvoir critiquer le président, à pouvoir rappeler à l'opinion nationale que le président de la République est faible. Mais vous parlez de Bunagana. Bunagana, c'est le Nord Kivu. Il s'agit de Nord Kivu et des Sud Kivu. Et c'est même ça le 2 batailles qu'on a perdu. Et cela ne voudrait pas dire, parce que Goma est pris après Bunagana, que le président Tshisekedi n'était pas conscient de la gravité de l'insécurité qui s'est installée sur le territoire congolais. Pas du tout. M. Tshisekedi a dit que notre pays ne se pliera pas. On ne reculera pas. On ne laissera jamais le Rwandais prendre le dessus sur le Congo. On ne cédera pas au jeu du M23. Pour ça,
nous sommes intransigeants et nous resterons catégoriques jusqu'au bout. Mais quand la SENCO dit limite que sans le M23, il serait impossible de parler d'une paix durable. Non, mais ce n'est qu'un propos de la SENCO. La SENCO n'est pas un organe de l'État. La SENCO ne mesure pas la gravité de cette situation. La SENCO ne détient pas le secret d'État. La SENCO n'a pas des informations que le gouvernement possède à ce jour. Vous savez, madame, c'est que les gens ne comprennent pas. Négocier avec le M23 est très dangereux. Parce que le piège du Rwanda se cache derrière cette négociation, qui finira d'ailleurs par un brassage et un mixage de l'armée congolaise. Or, le plan du Rwanda, effectivement, c'est d'aboutir à ces mixages et brassages pour asseoir sa politique d'encerclement. Ça veut dire que tout président qui viendra sera tenu entre les mains de M. Paul Kagame. C'est ça la stratégie du Rwanda. Et c'est très dangereux. À la limite, s'il faudrait négocier avec le M23, c'est seulement dans le volet politique. Si vous voulez qu'on partage le pouvoir, bien évidemment, avec le Congolais qui revendique leurs droits via le label M23, eh bien, le président de la République serait flexible. Au nom même de cette unité nationale qui a été lancée, pourquoi la branche politique, ce Congolais qui opère sous le label du M23, ne se prononce pas, ne laisse pas les armes, et qu'ils viennent aux côtés du président de la République au nom de la solidarité et unité nationale. Et enfin conjuguer les efforts pour ramener notre pays vers la bonne voie. Mais l'accord avec des conséquences militaires est très dangereux. Et même du côté de l'AFC de Corneille Nangaa, déjà la démarche, elle est tellement incohérente. Celle du catholique? Non, la démarche de Corneille Nangaa, la démarche de catholique, l'Église catholique fait la médiation. L'Église catholique rassemble le vu. Mais la plus grande décision ne viendra pas de l'Église catholique. L'Église catholique fait les sapeurs-pompiers. L'Église catholique approche même le diable. Mais sans pour autant mesurer la capacité des nuisances de ce diable-là. C'est comme ça que je dis aujourd'hui, nous restons dans la logique du président Tshisekedi, celle de ne pas négocier avec le M23, parce que le moindre accord avec le M23, c'est même ça, céder les territoires congolais. Donc, le pacte social pour la paix et le bien-vivre tombe caduc. Certes, ils sont en train de faire la médiation, mais du moment où le président se prononce sur la question pour dire qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23 et qui tend la main à l'opposition pour justement un gouvernement d'union nationale dans l'avenir. Non, mais le pacte social pour la paix ne tombera caduc que du moment où il y a des gens qui refusent la paix. Il y a des gens qui refusent ces pactes. Pendant que nous parlons, quelle est la posture de Joseph Kabila comme acteur majeur, eu égard à ces pactes sociaux pour la paix? Avez-vous déjà entendu M. Kabila condamner Paul Kagame? Avez-vous déjà entendu M. Kabila fustiger cette réaction barbare de M. Corneille Nangaa et son groupe? Quelle est la position de Moïse Katumbi à ce stade? Oui, nous avons besoin de la paix, mais on fera la paix avec ceux qui veulent la paix. C'est de ça qu'il s'agit. De toutes les façons, vous n'avez pas à chercher à convertir le diable, parce que le diable reste le diable. Le diable n'a que de stratégies de nuisance, de destruction pour avancer. Nous avons besoin de gens qui veulent voir le Congo aller de l'avant. Et pour ça, le pacte social pour la paix aura son sens d'être. Parlant du gouvernement que compte initier le président de la République, s'il faut exclure Moïse Katumbi, Joseph Kabila au regard de leur position encore méconnue selon certains, est-ce que ça sera pas tourné en rond et n'est pas trouvé finalement la solution au problème actuel, à l'unité dont on parle? Non, mais déjà, il ne faudrait même pas
il ne faudrait même pas compter Kabila et Katumbi. Pour la Mouka, ils sont clairs, ils disent que pour s'il s'agit de suivre la démarche de catholiques, ils vont aller dans cette démarche-là, mais pour ce qui est de l'unité nationale, du gouvernement de l'unité nationale, ils ne sont pas d'accord parce que les présidents ils n'ont pas confiance justement à la parole du président de la République. Moi, je ne voudrais pas placer sur le même diapason la démarche républicaine de la Mouka sous la houlette de M. Martin Fayoulou, qui reste congolais dans son combat et dans sa démarche. Ce qui n'est pas le cas pour Kabila, ce qui n'est pas le cas pour Katumbi. Et ils ne sont pas congolais? Mais pourquoi Joseph Kabila a refusé de rencontrer le prélat de l'église catholique? Il a envoyé sa famille politique, le PPRD. Mais pourquoi Katumbi ne fustige pas la position du Corneille Nangaa? Pourquoi Kabila ne condamne pas le Rwanda? Deux poids, deux mesures. Mais qui est réellement congolais? Mais M. Manix, au sein de l'Union Sacrée, vous l'avez aussi dit dès l'entame de cette émission qu'il y a eu de ceux qui n'ont pas condamné le Rwanda, qui s'y sont tués. Ça fait pas de non-congolais. Pourquoi la tendance change? Pourquoi ne pas condamner le Rwanda, qui est notre ennemi commun? Autant pour ceux qui sont au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Ils sont dans le jeu de l'ennemi, en réalité. Je voudrais m'apaisantir un tout petit peu sur la démarche de Corneille Nangaa. Madame, souvenez-vous, au début même du combat de M. Nangaa, un combat qu'il considérait de sacré et de noble, Nangaa réclamait le respect d'un accord qui existerait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et non, une question. Pendant ce temps-là, Nangaa plaidait pour le compte de qui? De Kabila ou de Tshisekedi? Vous avez la réponse. Quelques temps plus tard, Nangaa se transforme en un rebelle. Pourtant, lui était l'arbitre d'un jeu électoral. Président de la CENI, censé départager les politiques dans une compétition électorale. Bizarrement, l'arbitre devient un véritable challenger contre les autres challengers. Question. Nangaa fait les jeux de qui? Nangaa obéit aux ordres de qui? Félix Tshisekedi nous a dit que Joseph Kabila est derrière l'AFC de Corneille Nangaa. Ça veut dire, nous avons deux supplétifs. Le M23, c'est le supplétif de Paul Kagame. Et bien, l'AFC de Corneille Nangaa, c'est les supplétifs de Joseph Kabila. Ici, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse avec des hypothèses. Maintenant, pourquoi Joseph Kabila ferait-il un contrat d'agression contre le Congo avec le Rwanda? Joseph Kabila gagnerait quoi? Et le Rwanda, à son tour, gagnera quoi? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le Rwanda, dans tous ses actes de barbarie, pour s'aimer de la désolation sur le territoire congolais, le Rwanda a toujours utilisé une carte congolaise. Pour faire partir Mobutu, après ses 32 ans de pouvoir, la carte congolaise que le Rwanda avait utilisée, c'était Mzee Laurent Désiré Kabila. Après l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, la carte congolaise que le Rwanda avait utilisée, c'était Joseph Kabila. La question, est-ce qu'après Tshisekedi, le Rwanda n'utilise pas Joseph Kabila comme une carte? Si Kabila est une carte, une prochaine hypothèse, ça veut dire pour Kabila, la fatalité politique, la voie la plus indiquée pour Joseph Kabila, c'est de faire partir Tshisekedi avant l'échéance électorale de 2028. Pourquoi? Parce que Kabila sait, si Tshisekedi sort à la grande porte et qu'il organise les élections, c'est Kabila qui serait perdant. C'est Katumbi qui serait perdant et de surcroît, Kagame serait perdant. Parce que Kabila sait que tout celui qui viendra après Tshisekedi comme président de la République, il bénéficiera du veto de Tshisekedi. Voilà pourquoi dans le schéma Kabila et Nangaa, il faudrait que Nangaa arrive jusqu'à Kinshasa. Prendre le pouvoir par la voie des armes, renverser le régime de Tshisekedi, assurer une transition de court délai, de courte durée, organiser les élections, surtout qu'il en a l'expérience électorale, et après remettre le pouvoir entre les mains de Joseph Kabila. C'est cela le schéma. Donc,
une façon de dire le retour au pouvoir de Joseph Kabila. Mais bien sûr que oui. C'est comme ça qu'il a tracé le chemin. Mais bien sûr que oui, c'est cela le plan. Mais quand il a défait le M23, c'était pourquoi? Vous pensez que c'était pour tromper la vigilance de Congolais? Ou c'était un semblant? Comment ça s'explique? S'il faut aujourd'hui le lier à être parrain de rebelles AFC, et qu'en est-il de Kabila qui a défait le M23 en 2000? Vous dites que Kabila a défait le M23 en 2012. Je vous ai dit au prologue de mon intervention, madame, qu'une paix obtenue par la voie d'un accord est une paix temporaire. Voilà le résultat. Mais une paix obtenue par la victoire d'une armée, c'est une paix durable. Donc avec Kabila, en 2012, Kabila a fait un accord avec le M23. Et c'est comme ça qu'il y a eu un tampon. Le M23 s'est retiré. Les M23 s'est récoquevillés dans leurs coins respectifs. Je voudrais encore vous rafraîchir la mémoire. Kabila qui défait le M23 en 2012. Pourquoi il avait fait appel au même M23 en 2016 pour s'interférer à l'armée congolaise, pour réprimer les manifestants qui réclamaient le départ de Joseph Kabila en 2016. C'est les rapports même de Human Rights Watch qui a pondu tout un rapport de plus de 70 papiers et qui fustige, qui affirme qu'effectivement en 2016, Kabila a fait appel au M23 pour opérer contre la population congolaise. Et pour ça, nous avons perdu des centaines de Congolais. Il y a eu des morts et des blessés graves. Et au-delà même de ça, puisqu'on parle de l'accord du 23 mars, mais qui en est les géniteurs? Qui est le père même de la création du M23? Est-ce que c'est Tshisekedi ou c'est Joseph Kabila? Entre nous soit dit. Entre nous soit dit. Raison pour laquelle, vous verrez même dans la posture de Corneille Nangaa, ils ont tendance à dire à tout moment que nous avions créé Tshisekedi. Parce que Nangaa s'est habitué dans leur façon de voir Joseph Kabila comme un dieu créateur. Il a créé le M23. Alors ce n'était pas non plus une erreur de les inviter ici quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Mais comment vous... Et cette libération de certains M23 aussi. Non mais comment vous avez défait le M23 et vous les invitez au même moment en 2016? Je ne comprends pas cette logique. En réalité, le M23 était un mouvement sous-traité de Joseph Kabila et que Kabila pouvait en avoir besoin à tout moment. Alors quand ils ont logé ici sous le président Tshisekedi, c'était pour mettre fin aux accords du président. Non mais il faut comprendre d'abord la logique de M. Tshisekedi. Tshisekedi, dans sa logique, il voudrait faire la paix avec le Rwanda. Autant il voudrait faire la paix avec tout ce groupe rebelle qui s'entretue autour du territoire congolais. Ce qui explique d'ailleurs sa flexibilité vis-à-vis de Paul Kagame, qu'il a considéré comme un frère. Parce que dans la logique du président Tshisekedi, le Congo et les trésors du Congo, notamment nos ressources premières dans la partie Est, peuvent être bénéfiques aussi pour le Rwanda qui du reste est un voisin naturel. Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Si le Congo peut déclencher le développement au niveau de l'Afrique, à combien plus forte raison pour les États qui l'entourent? En réalité, le premier bénéficiaire des richesses de notre pays, c'est d'abord nos 9 voisins. Et Félix Tshisekedi a voulu créer un climat de partenariat, de gagnant-gagnant entre la RDC et le Rwanda. Pareil pour les autres États qui nous entourent. Malheureusement, M. Paul Kagame avait ses cartes. Et c'est dans cette optique qu'il a tenté effectivement de convaincre tout le groupe rebelle pour s'inscrire désormais dans une voie d'une paix durable. Malheureusement, le M23 et Paul Kagame, c'est blanc bonnet, bonnet blanc.
On nous a tourné à la farine. Raison pour laquelle aujourd'hui, M. Tshisekedi recule et désormais regarde le Rwanda, le M23, comme l'ennemi principal du Congo. Et il fait appel à tous les compatriotes congolais d'avoir une posture de résilience parce que du moins l'ennemi est clairement identifié. Alors pourquoi à l'époque le président ne s'était pas retourné vers Joseph Kabila, du moment où ils avaient encore de bonnes relations FCC Cash, pour tabler sur cette question de rébellion, les M23, plutôt que de se retourner vers Paul Kagame vers qui on sait que c'est déjà un ennemi qui a déjà été identifié. Certes pas pointé du doigt, mais on savait que le Rwanda représentait une sorte de menace pour la RDC. Il aurait dû, pourquoi ne pas se retourner vers son prédécesseur, échanger sur la question, plutôt que de le faire avec le président Kagame. Mais ça servirait à quoi de rapprocher Joseph Kabila, qui du reste est un supplétif? Madame, dans cette histoire, il y a toute une chaîne de responsabilités. Corneille Nangaa est le supplétif de Joseph Kabila. Joseph Kabila est le supplétif de Paul Kagame. Et Paul Kagame est le supplétif de la communauté internationale. C'est très clair. Mais pour ceux qui disent que... Enfin, des révélations, certes, il y en a, mais une façon de dire que ce sont des excuses que le régime a tout le temps trouvées. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pays se retrouve... Ça, c'est les narratifs de l'ennemi. C'est les discours de ceux qui veulent voir Tshisekedi partir. Mais quand le président pointe du doigt son prédécesseur, durant une période de crise, c'est pas une façon d'unifier aussi non plus le Congo. Non mais maman, bisoto aliba congolais, bisoto lo baraso monindoki belelaye. C'est ce qu'a fait le président Tshisekedi. C'est une manière d'alerter d'ailleurs l'opinion nationale. Et bien au-delà du discours du président Tshisekedi. Vous aviez entendu hier la réaction de lui-même, Joseph Kabila. En réalité, il a confirmé au monde que c'est lui le patron de l'AFC. Il a confirmé au monde qu'il a des liens directs avec le M23 et de surcroît avec le Rwanda. Nulle part dans son récit, il condamne la barbarie rwandaise. Nulle part dans ses allégations, il condamne le massacre, le pillage de l'AFC de Corneille Nangaa. Quelle sera alors la conclusion? Vous et moi. Kabila fait le jeu de qui? Est-ce qu'il est avec nous ou il est avec l'ennemi? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je donne raison à un député, mon grand frère Zachary Bababa, celui qui disait Kabila Zalaclair. Mais la condamnation de Kabila va changer quoi? Non mais si, je veux vous dire simplement, vous savez, si Kabila retire Nangaa du sol congolais. Vous confirmez que... Si, non mais c'est le président de la République qui les confirme. Et de surcroît, lui-même, Joseph Kabila, a confirmé. Si Kabila retire Nangaa, si Kagame retire le M23, la paix s'installe. C'est plus simple que ça. On va retrouver Goma, Bunagana et tout le reste, Bukavu et ainsi de suite. En réalité, à ce stade, Kabila devient un frein. Un grand frein qui ne permet pas à la machine d'avancer. Pour lui, c'est le président qui est à la base de la situation, qui est la cause de la crise actuelle, du moment où c'est parce qu'il a mis en place son projet de vouloir réformer la Constitution. D'où la crise sécuritaire. Malheureusement, son discours est teinté d'une subjectivité qui ne dit pas son nom. Lui, d'ailleurs, il parle de la tentative de vouloir changer la Constitution. Ça veut dire que la Constitution n'est pas encore changée. Mais qu'il nous dise, en raison de quelle disposition de la Constitution qui s'est permis d'organiser les élections 2 ans après le délai constitutionnel qui a été déjà établi. Est-ce que Joseph Kabila peut vraiment donner la leçon de la démocratie à M. Tshisekedi? Je ne pense pas. Il fustige la mauvaise gouvernance. Vous parlez de la mauvaise gouvernance? Joseph Kabila qui parle de la mauvaise gouvernance? Oui, il a été président durant 18 ans en RDC. Ben, il est président
Le président Tshisekedi n'a que 6 ans. Non mais malheureusement, vous comparez celui qui a géré les pays pendant 18 ans et qui a laissé le pays dans un état de coma total, et que celui qui vient dans l'idée de rectifier les erreurs de ses prédécesseurs, qui n'a fait que 6 ans, et vous voulez comparer les deux? Rectifier l'erreur en présentant sur la table le projet de la Constitution? Non mais on parle de tentative, madame, entre celui qui veut changer la Constitution et celui qui a déjà violé la Constitution. Qui est coupable? Qui est coupable? Donc Kabila, en son temps, il a violé la Constitution. Non mais il a désacralisé la Constitution. Parce qu'il n'a pas pu nous organiser des élections en 2016. Bien sûr que oui. C'est en vertu de quel dispositif de la Constitution? Il était partant au mois de septembre 2016. 2 ans après, il a organisé les élections. C'est sur base de quelle disposition de la Constitution? Ici, dans ce pays, Kabila a nommé des commissaires spéciaux. Ça existe dans quelle disposition de la Constitution? Non mais entre nous, soit dit. Je préfère un Kabila qui continue à se taire qu'un Kabila qui prend le risque de parler. Bien sûr, il aurait d'ailleurs bénéficié de la présomption de la sagesse. Parce qu'un insensé qui ne parle pas est présumé sage. Mais lorsque l'insensé ouvre sa bouche, alors c'est un scandale. Kabila pouvait avoir sa présomption de la sagesse tout en restant calme. Mais heureusement que Dieu est grand. Dieu l'a poussé à parler pour permettre aux Congolais de comprendre qui il est réellement pendant cette période de crise. Très bien. Et nous avons compris. D'accord, messieurs. Manix Yenda, je rappelle, messieurs, dames, que vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Merci de votre attention, surtout de la confiance que vous nous cessez de renouveler à ce magazine. Je tiens à rappeler que messieurs Manix Yenda, c'est lui notre invité. Il est président du mouvement de volontaires de la République. C'est avec lui que nous sommes en train de réfléchir et analyser les 2 différentes sorties médiatiques, notamment de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi, vis-à-vis de sa famille politique, mais aussi la tribune de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a finalement décidé de briser le silence. Alors, M. Manix Yenda, avant de nous apaisantir sur la sortie médiatique de Joseph Kabila, vous vous souviendrez également que le président Félix Tshisekedi lui-même a regretté l'accord FCC-Cash. Est-ce que cela... ce n'est pas une façon de montrer aux Congolais que Kabila n'était pas si mauvais que ça? Il vous est déjà arrivé, madame, de regretter d'avoir fait confiance à quelqu'un dans la vie. Il vous est déjà arrivé de regretter de considérer une amie comme amie alors qu'il n'était pas. Mais lui, il a regretté le fait que l'accord FCCA-Cash a été rompu. Non, mais parce que la valeur de base qui guide M. Tshisekedi, c'est la valeur de l'unité. Là où il y a la division de Congolais, je pense que nous avons de quoi à regretter. Lorsque nous perdons un Congolais dans la barque du développement de ce pays, il y a des raisons pour lesquelles nous devons regretter. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce que le FCC, c'est comme des gens des gens à qui vous voulez sauver la vie dans un trou profond. Mais malheureusement, le FCC te tire le bras pour tomber ensemble avec lui dans ce trou profond. C'est la plus grande méchanceté. Vous avez vu la réaction de Madame Janine Mabunda. Pourtant plébiscitée par le président Tshisekedi à plusieurs reprises. Je me souviens même lors d'une adresse à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Parmi les champions que Tshisekedi avait cités, il a même cité Madame Janine Mabunda. Mais quel a été le comportement de cette femme vis-à-vis de celui qui le considère comme une championne congolaise? Est-ce qu'il faut continuer à évangéliser le diable ou carrément les laisser assumer ses propres péchés?
Je pense que la deuxième hypothèse, elle est plausible. Très bien, on passe au gouvernement de l'Union nationale. Est-ce que le président Félix Tshisekedi veut réellement sauver le pays ou c'est son régime qu'il veut sauver? C'est les régimes. Non, non, c'est pas les régimes. Il veut sauver le pays. Goma qui est pris entre les mains de rebelles, c'est pas le régime qui est pris en otage. Encore que le membre de l'Union sacrée de la nation ne sont même pas des otages du M23, pareil pour Corneille Nangaa. C'est le pays qui est pris en otage. Si ça se fait qu'avec la classe politique actuelle, qu'est-ce que ça va changer? Non mais je vous ai dit, il faut faire confiance aux hommes, parce qu'il n'y a que les hommes qui vont résoudre ce problème. Il faut faire confiance aux mêmes personnes. Non mais j'ai dit, il faut faire confiance aux personnes qui méritent, aux hommes des situations, parce que nous avons besoin de gens dynamiques, de gens capables d'apporter des solutions aux problèmes. Ici, je ne voudrais pas citer les noms de gens, mais moi, je suis quand même désolé. Si dans ce gouvernement, vous avez des ministres comme cette madame, ministre de la jeunesse congolaise, ce serait du perte de temps. Vous avez des ministres comme des Aminata, des trucs. Mais ce serait de perte du temps. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Mais l'incapacité, l'incompétence notoire. Il faut quoi, là? Il y a plusieurs ministres qui ne font absolument rien. Au nom de quotas, au nom de liste des partis politiques, vous le mettez comme membre du gouvernement. Même le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba. Il est inactif. Non mais... Si le président Tshisekedi avait la capacité de lire les événements qui arriveront quelques années plus tard, il allait déjà comprendre qu'à ce stade, pendant cette période de l'insécurité, Kinshasa ne peut pas avoir un gouverneur comme Daniel Bumba. Donc, as-tu raison de dire qu'il y a de ces dispositions de la Constitution qui fâchent qui ne lui donnent pas le plein pouvoir d'agir? Non, ça n'a rien à voir avec la Constitution, c'est le choix. À lui de décider qui révoquait directement maintenant durant cette... Non mais c'est même ça le problème. Je dénonce la passivité de l'UDPS. Je dénonce la légèreté de l'UDPS dans le choix des animateurs des institutions de la République. On sait d'où vient M. Daniel Bumba. Et c'est quand même décevant. Moi, à la place du président Tshisekedi, je laisserai Ngobila à la tête. Parce que je connais l'état d'esprit de ces messieurs. Surtout pendant de moments pareils. Est-ce que l'UDPS au régime, on va dire que c'est un parti qui a échoué alors qu'il a fait autant de temps l'opposition en train d'observer ce qu'il gérait? Ben, l'UDPS a lamentablement échoué. L'UDPS... Et c'est cette famille, c'est la famille du président qui l'a attiré vers le bas. Ben, nous, on ne regarde pas le président comme le président de l'UDPS. Il est le président de la République démocratique du Congo. Nous, on n'a rien à voir avec l'UDPS. Il a aussi son oreille au sein de son parti politique. Je suis désolé, mais nous déconseillons le président de la République à ne pas écouter les gens de l'UDPS. Si les présidents Tshisekedi n'avaient pas écouté des gens comme des Augustin Kabouya, qui se permet de dire que la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution maudite. Mais Mbata a dit... Mais est-ce que Mbata et Kabouya, il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Non, mais pas du tout. Mbata et Kabouya, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. L'un s'exprime en français, l'autre s'exprime en lingala. La seule différence. La seule différence, madame. Qu'est-ce que Mbata peut donner de mieux comme conseil au président de la République? Pour lui, c'est durant cette période qu'il faut penser à changer la Constitution. Madame, je crois qu'à ce stade, il faut être sincère envers le président. Moi, je soutiens le président de la République, mais je n'admets pas n'importe quoi. J'ai fait partie des gens qui ont combattu cette idée de vouloir changer la Constitution. Parce que je savais les dangers qu'il y avait derrière. Et à ces stades, lorsque vous demandez encore au président de la République de changer la Constitution,
ça veut dire que vous n'aimez pas le président. Les Mbata sont comme des gens, vous voyez, quand le bateau Titanic était en train de noyer, il y avait des gens qui jouaient au piano. C'est les Mbata. Il est là, en train de se distraire pendant que le Titanic est en train de se noyer. Comment pouvez-vous imaginer un parti présidentiel qui endosse la responsabilité politique du président Tshisekedi, et pendant une période où nous avons besoin de l'unité nationale, mais les partis présidentiels est divisé quand même. Et ça va faire 3 ans. Il y a des guéguerres entre Kabouya et les autres. Mais quel est le message que vous donnez finalement au peuple congolais qui vous regarde comme un parti présidentiel? Est-ce que vous ne pouvez pas taire d'abord vos divergences et soutenir le président Tshisekedi? J'ai suivi l'autre qui dit, ben écoutez, il ne faut pas suivre Kabouya, il n'est pas le secrétaire général du parti. Pendant que nous sommes focus sur l'agression rwandaise contre le Congo. Est-ce que ces gens-là aiment vraiment le président? L'UDPS a échoué. La sortie de Kabound aujourd'hui peut organiser ce parti, peut changer la donne au sein de l'Union sacrée, notamment du DPS et d'autres partis politiques. À quel niveau? Kabound n'a pas le bâton magique pour changer les choses. Le savoir-faire, s'il faut parler de... Parce qu'il a déjà fait quoi? Parce qu'il a déjà fait quoi? Il n'a pas fait de preuves à l'Assemblée nationale. Non, mais parce qu'il a fait quoi? Il n'a pas eu le temps de faire ses preuves. Quand il a commencé, ils ont eu le pouvoir, il s'est retrouvé en prison. Moi, je ne remets pas en cause les qualités, la bravoure et même le combat de M. Jean-Marc Kabound. Mais je pense que nous avons besoin de fédérer les efforts de tout le Congolais. Y compris Jean-Marc Kabound. Y compris Joseph Kabila aussi. S'il le veut. Parce qu'il est Congolais. S'il le veut. Parce qu'il y a des Congolais qui trahissent. Il y a des Congolais qui font le jeu de l'ennemi. Il y a des Congolais qui jouent au camp de l'ennemi. Il y a des Congolais qui combattent le Congo. Alors la crise aujourd'hui, elle est sécuritaire et politique. Les deux, ouais. C'est une crise politico-militaire. Et donc les solutions seraient également des solutions politiques et militaires. Mais madame, je veux vous rassurer. Aucun traître, aucun étranger ne dirigera ces pays. Pour ça, vous pouvez vous en être sûr. Le Congo, c'est pour le Congolais. Le Congo, c'est pour ces dignes fils et filles du Congo. Le Congo n'est pas un terrain de récréation interminable où le Rwanda viendra prendre plaisir en tuant nos compatriotes congolais pour piller nos ressources premières. Non. Ces moments-là est révolu parce qu'il y a un président qui agit avec son cœur. Parce que je vais finir peut-être par ces petits parallélismes. Vous savez, moi je vois M. Tshisekedi comme Musée Laurent Désiré Kabila. Madame, vous savez, Nanga nous a dit que Tshisekedi n'a pas été élu. Ce qui est incongru. Nanga n'a jamais dit aux Congolais les candidats qui a été réellement élu. Parce que moi, je pouvais comprendre son combat. S'il disait aux Congolais, voilà, Tshisekedi n'était pas élu, voilà, c'était Chadari qui a été élu, ou encore c'était Fayoulou qui a été élu, et que son combat serait dans le sens de rétablir dans ce droit les candidats qui a été élus. En réalité, la première victime des Nanga, c'est Chadari et Fayoulou. Voilà pourquoi je traite le combat des Nanga d'un combat incohérent. Mais nous restons quand même dans cette logique. Vous avez créé Tshisekedi. Vous lui avez donné des résultats qui ne lui appartenaient pas. Il est devenu président de la République. Il a prêté serment. Et puis après, il a tourné contre vous. Le même contexte avec Musée Laurent Désiré Kabila, qui a été sous-traité par le Rwanda. Le Rwanda l'a doté un dispositif matériel et les ressources humaines pour renverser le régime de M. Mobutu. Et après, Musée s'est tourné contre le Rwanda en disant « Ne jamais trahir le Congo ». Mais avec le président Tshisekedi, il y a un problème d'illégitimité avec
Laurent Désiré Kabila, c'était la rébellion, on a renversé le régime en place, il a pris le pouvoir. Non mais madame, entre le fait d'avoir un président illégitime, mais qui reste congolais, et d'avoir un président légitime, mais un étranger, quel est votre choix? Encore une fois, j'échappe le narratif de l'ennemi qui voudrait tout simplement nous dire que Tshisekedi n'a pas été élu. Si Tshisekedi n'a pas été élu, dites-nous qui a été élu. C'est plus simple que ça. Alors, parlons de cette question. Joseph Kabila l'a dit aussi. Il a dit les élections truquées de décembre 2023 ont violé le cadre juridique et les normes internationales pertinentes, amplifiant ainsi l'illégitimité du dirigeant, réduisant artificiellement le poids de l'opposition politique et faisant du chef de l'État le maître absolu du pays. Maintenant, lui, il l'a dit en tant que qui? Partie prenante, parce qu'il n'a pas participé aux élections de 2023. En réalité, Kabila ne connaît aucune réalité d'ordre électoral parce qu'il n'en était pas victime. Si Fayoulou a réclamé la vérité des urnes en 2018, Kabila réclamerait quoi en 2023? Des élections mal organisées. Non mais il n'a pas pris part. Lui, il n'a pas pris part. Sa famille à la limite, justement parce que il ne croyait justement pas à cette CENI-là. Non mais déjà, donc déjà le fait de ne pas croire au processus électoral, on comprenait déjà la position de M. Kabila. Je pouvais comprendre si les discours venaient de Moïse Katumbi, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Encore une fois, je préfère un Kabila taiseux. Je préfère un Kabila silencieux qu'un Kabila qui prend le risque de parler. C'est une communication ratée. Alors, on va finir par là, M. Manix Yenda. Quand le président dit qu'il a tendu sa main vers l'opposition, mais il exclut d'emblée ce qu'il considère comme étant ceux qui ont des intérêts étrangers. Est-ce que c'est une façon aussi d'exclure Moïse Katumbi directement du moment où il a été désigné comme étant candidat de l'étranger durant les élections? Mais pourquoi quand on dit étranger, on fait directement allusion à Moïse Katumbi? Pourquoi? C'est discriminatoire. Mais qui exclure maintenant? Quand le président dit lui-même qu'il faut exclure d'emblée ceux-là qui viendront avec des intérêts étrangers. Non mais c'est plus simple que ça. Le président de la République s'adresse à tous les Congolais qui ne vont pas se lancer dans le jet de l'ennemi. On n'a pas besoin des infiltrés à ce moment. On n'a pas besoin des agents doubles en ce moment. On a besoin de gens qui vont mouiller le maillot pour la cause nationale. Vous savez, que ce soit Katumbi, que ce soit Joseph Kabila, les deux auront du mal à reprendre le pouvoir par la voie démocratique. Effectivement, parce qu'il y aura cette histoire de candidat de l'étranger qui va continuer à le coller. Tshisekedi a battu une campagne sur l'angle sociologique et il a réussi. Moi, j'avais fait une lecture et j'avais compris pourquoi Tshisekedi avait orienté ses armes politiques contre Katumbi au lieu de Martin Fayoulou. Parce que Tshisekedi savait que Fayoulou a une identité congolaise indiscutable. Fayoulou a la mentalité congolaise. Il a l'esprit quinois. Or, l'enjeu électoral se joue d'abord au niveau de l'électorat de Kinshasa. Aller dans une bataille avec Martin Fayoulou, nous allons nous départager par les discours quinois. Ce qui serait très dangereux pour le président Tshisekedi. Voilà pourquoi, le jour où le président Tshisekedi allait déposer sa candidature, il a lancé ses tirs. C'est des bonnes guerres parce qu'en politique, tous les coups sont permis. Les candidats de l'étranger, ça touchait Katumbi. Les candidats de l'homosexualité, ça touchait Mukwege. D'ailleurs, la balle qui avait atteint Mukwege, Mukwege n'a pas su résister une semaine de plus. Il était parti. Et lorsque Katumbi a pris le risque de venir à Kinshasa et parler au Quinois en lingala, c'est alors que le Quinois s'est rendu compte que réellement, ce monsieur est un candidat de l'étranger.
Donc ça veut tout simplement dire que les élections qui se jouent essentiellement sous l'angle sociologique aussi fragiliseraient davantage. Même la position des Nanga, Kabila, Katumbi en faveur du Rwanda aujourd'hui, ça va les rattraper plus tard dans un contexte électoral. Parce que les Congolais sont hostiles à tout ce qui se rallie au Rwanda. Cette fois-là, on viendra pour dire les candidats du Rwanda, les candidats du M23. Et dans l'esprit collectif de Congolais, ça ne passera pas. C'est comme ça que je dis aujourd'hui, la seule carte, ou le seul carte qui existe, ces cartes peuvent être jouées sur le profil de Martin Fayulu et de Jean-Pierre Bemba. Mais je donne un peu beaucoup plus de chance à Jean-Pierre Bemba. Parce que Bemba est en antagonisme total, en antipode total avec l'empire du Kabila. Et c'est pas le cas avec Fayulu? Pas vraiment le cas. Entre Bemba et Kabila, il y a autre chose qui dépasse l'entendement ordinaire. Il y a une vraie guerre politique entre les deux. Ça veut dire que l'UDPS peut facilement adopter Jean-Pierre Bemba, ce qui serait le cas pour la plupart de Kinois, ce qui serait le cas pour la plupart de ceux du Congo central, le Grand Équateur, etc. Mais Martin Fayulu, c'est aussi une carte. Parce que, du point de vue géostratégique, Martin Fayulu est du Grand Bandundu, et au nom d'un système rotatif du pouvoir, même si ça passe par la voie électorale, eh bien, cette fois-ci, on peut dire que ce serait le tour du Grand Bandundu. Mais si Martin Fayulu refusait, on n'aura pas ce gouvernement de l'Union nationale finalement. Non, mais l'opposition politique, elle est plurielle. Si Martin Fayulu refuse... on parle de non, mais si Fayulu refuse, Devos Kitoko prendra le bâton. Non, mais ça sera Fayulu et sa famille. Madame, c'est une question du salut du peuple. Si Fayulu refuse, Prince et Penge peut accepter. Non, mais parce que quand ils ont tendu la main, le président n'était ni preneur ni demandeur. Alors aujourd'hui, ils peuvent se dire aussi qu'ils sont ni preneurs ni demandeurs durant cette période de crise parce que les enjeux sont majeurs. La question de l'État n'est pas une question de caprice. Parce que j'ai tendu la main, il refusait. Maintenant, c'est mon tour de refuser. Non. Un homme d'État ne réagit pas de cette façon-là. Mais des enjeux sont majeurs. Ils peuvent se dire... je ne veux pas me limiter, je ne veux pas me mesurer durant cette période. Non, vous savez, la seule chose qui crée la démarcation entre l'approche de M. Tshisekedi et Martin Fayulu, c'est que Fayulu vient avec le format traditionnel du dialogue. Un cadre de concertation où il y a des partis politiques, etc. Et puis après, on fait un partage de pouvoir. C'est pas ce qu'ils ont dit. Non, mais c'est même ça. C'est même ça le format. Or, Tshisekedi, déjà en réalité, nous amène à un dialogue. On est en plein dialogue. Mais ces dialogues passent essentiellement par des approchements et le fait de rassembler le vu. Et qui le fait? C'est l'Église catholique. De toutes les façons, l'Église catholique a déjà réuni tout le point de vue de tous les acteurs politiques au sein du microcosme politique national. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver le point commun. Et c'est sur base de ces points communs que le gouvernement de l'Union nationale sera créé. On est déjà en plein dialogue. Parce que c'est que dit Tshisekedi, et c'est que dit Martin Fayulu, Katumbi et tous les autres, c'est des vues qu'on va mettre ensemble pour trouver un point de vue commun. On est déjà en plein dialogue. Du moment où eux, ils sont favorables pour que Nanga intègre les discussions. C'est là que ça partage. Non, mais Nanga ne peut pas. Mais madame, si vous avez parlé de la légitimité, mais écoute, si vous laissez Nanga entrer dans les affaires, ça veut dire... Qui s'est contredit lui-même.
Vous légitimez la rébellion en réalité. Qui s'est tout le temps contredit. Sur le plateau, il dit que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Et puis après, ça change. Mais non, comment faire confiance à un homme pareil? Même le Rwanda ne fait pas confiance à Nanga. Très bien, monsieur Manix Yenda, cette émission est terminée. Votre mot de la fin. Restons unis. Restons ensemble. Le Congo qu'on nous a légué dans sa complémentarité, ce Congo-là sera et restera complet. Et nous aussi, à notre tour, nous allons léguer cet héritage complet à la génération future. Ce pays ne sera jamais dirigé entre les mains des ennemis. Le Congo, c'est pour le Congolais. Restons debout, restons confiants. Ensemble avec le président de la République, on gagnera cette bataille. Merci beaucoup. C'était M. Manix Yenda, président du mouvement Les Volontaires de la République. Ça veut dire quoi, les Volontaires de la République? Vous vous situez à quel niveau précisément? Les Volontaires de la République sont ceux qui viennent servir la nation sans contrepartie, sans exiger un poste, sans être payé. C'est des volontaires. On ne vient qu'avec notre volonté. Parce que notre hymne national nous a confié une mission de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et ce Congo ne sera possible que par la volonté de chaque Congolaise et Congolais. Merci beaucoup, M. Manix Yenda. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci, également Madame pour vos analyses pertinentes. Merci à vous qui nous avez suivis durant pratiquement 1 heure. Merci à l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de ces magazines. On se retrouve demain pour le second numéro de votre émission. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision. Au revoir et merci.